Congratulations! Oh, incroyable! Jelly fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi now! Rossi ready now! There is going to be a race direction. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. On est ensemble pendant quelques minutes, peut-être une heure si on est des fous, pour débriefer ce qui se passe en Moto 3, Moto 2 et Moto GP et ce qui s'est passé ce week-end sur le circuit de Chang. Je le dis pas avec l'accent parce que après on va avoir des problèmes. En Thaïlande. Et pour ce faire, bien sûr, je ne suis pas tout seul parce que tout seul ce serait vraiment très ennuyeux. Je suis accompagné de mes stagiaires préférés. Comment va Léo ? Ça va très bien et toi ? Eh ben écoute, ça va, je suis très content d'être là et on est accompagné de Maxime. Comment va Maxime ? Ça va mec, ça va. Et toi ? Bah écoute, ça va, c'est le retour, t'étais pas venu depuis longtemps. Tu nous aimais plus, ça c'est fait ça ? un moment qu'on n'a pas exactement, mais je vous re-aime, ça va mieux. Bon messieurs, pas mal de choses à dire, donc on va pas trop tergiverser. Juste en news qui est tombée avant qu'on enregistre, c'est le remplacement de DJ Antonio par Andrea Iannone sur les deux dernières courses de la saison qui vont être Sepang et Valence. L'ami italien est blessé à l'épaule, donc il doit se faire opérer, etc. On a déjà vu ce genre de schéma, les pilotes qui cut la saison un peu avant pour pouvoir se faire opérer. Et il est remplacé donc par le Maniac, pilote World Superbike depuis cette année, qui sort de 4 ans de suspension pour dopage. Une victoire en Superbike cette année. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix ? Alors il y avait d'autres pilotes qui étaient dans la course. Michele Pirro qui était un choix à mon avis très naturel. C'est un pilote, le pilote d'essai Ducati qui est toujours plus ou moins performant quand il est là. C'est jamais honteux, sans être flamboyant. Nicolo Bulega qui sort d'une saison complètement folle sur sa saison rookie en Superbike avec la deuxième place au championnat derrière Toprak. Alvaro Bautista, mais ils se sont dit que bon, ça, c'est peut-être assez cassé de carénage cette saison, on va peut-être pas en rajouter non plus. Et Danilo Petrucci qui était pressenti finalement, donc c'est le pilote qui sort de suspension pour dopage qui est choisi. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix ? Messieurs, Léo, je te pose une question, est-ce que ça te fait kiffer ? Est-ce que tu es pressé de le voir rouler ? En vrai, je suis content parce que j'apprécie bien le pilote. Il a toujours eu des casques sympas, tout ça. Enfin, j'aime bien le délire du pilote. Maintenant, je trouve que c'est un peu envoyer un gros fuck à Bulega après une saison rookie incroyable. Surtout que Bulega, avant, il était VR46. Je sais plus s'il l'est encore ou quoi. Il l'est plus, mais oui, avant il l'est. Dans tous les cas, je pense qu'il a quand même un lien d'affinité avec certains pilotes. Mais ouais, c'est cool, je pense, pour le public parce que majoritairement les gens voulaient voir Iannone, je suppose, mais le message derrière pour Bulega, après peut-être qu'avec les rouges ça aurait été différent, mais quand même, je sais pas. Maxime, je t'écoute, même question. C'est cool pour l'histoire. C'est cool qu'il puisse revenir. On sait que son histoire avec le MotoGP s'est terminée assez brusquement et laisse un petit goût d'inachevé. En plus, il aura 2 week-ends pour essayer de s'y faire au plus vite. Ça pourra donner un échantillon plus représentatif de ce qu'il serait capable de faire dans le MotoGP actuel. On se rappelle qu'on a parlé de lui pour la Yamaha Pramac. Donc on sera si on regrette ou pas. Ce qui est un peu regrettable, c'est Bulega. Ça aurait été cool qu'il soit récompensé pour sa saison. Ça aurait été aussi un bon échantillon de voir un peu comment le plus gros concurrent de Toprak aurait pu s'adapter au MotoGP. Ça aurait pu donner déjà un début de réponse qui aurait été intéressant. Mais bon, dommage pour lui, j'aurais bien aimé le voir personnellement. Mais c'est comme ça, c'est une belle histoire aussi de revoir Iannone, même si ça fait pas rêver non plus, quoi. Ouais, je suis 100% d'accord avec vous les gars. Iannone, tout le monde voulait le revoir, il a une cote d'amour assez élevée. Parce que c'est un pilote flamboyant, c'est un pilote qui fait kiffer, c'est un Instagrammeur, voilà, les gens aiment bien. Et nous, tous les trois, ça nous fait pas rêver de choisir Iannone, mais on n'est pas mécontent de le voir non plus. On a envie de voir ce qu'il est capable de donner, etc. Et je suis d'accord avec toi, Maxime, je comprends pas trop le message qu'il a envoyé à Bulega. Enfin, même à toi, Léo, t'as dit la même chose. Bulega, il fait une saison incroyable en sa saison rookie en World Superbike sur Ducati. Il est un des favoris pour le titre l'année prochaine. Je pense que sa relation avec le VR46 a peut-être joué, mais ça j'extrapole complètement, j'en sais rien. Je trouve ça dommage de ne pas lui donner sa chance. L'année dernière, ils ont mis Bautista pour le récompenser de sa saison. Pourquoi pas mettre Bulega cette année pour le récompenser de la sienne, tu vois, même s'il n'est pas titré. Ouais, je trouve ça un peu étrange et dommage.
Vas-y Maxime. Ouais, après, je pense l'humain a tendance un peu à comment dire, à oublier quand les histoires se terminent prématurément, comme ça, il y a toujours une idée d'inachevée, et du coup, on voit toujours les choses un peu trop belles. Mais je pense que ça risque peut-être de piquer un peu. Ça risque d'être différent de ce qu'on pense. Parce que Yannone, quand il s'en va, c'est pas non plus. C'est pas Rossi. Hein. Alors moi je pense qu'il va il va se faire tordre à mon avis. Alors il a une bonne moto, c'est ce qui peut le sauver. À mon avis il va se battre avec les motos japonaises. Hein. Je Il y a un pense. monde où il se bat ça pas risque. du tout avec les motos japonaises. Hein. Ou Regarde tu penses Gardner, qu'il est après Gardner, Ouais, c'est vrai, Gardner. il a quand même bien enchaîné. Il sortait d'une saison MotoGP assez récente. Alors certes, il avait une Yamaha, mais il était quand même loin des autres Yamaha et des japonaises en général. Ouais. Là, Yannone qui a pas monté sur une MotoGP depuis 4-5 ans, qui reprend à peine la compétition, même s'il a quand même roulé pendant sa suspension. Moi, ça Mais m'étonnerait pas qu'il soit très très loin. Hein. il a aucune expérience avec l'aéro, avec les devices, avec notamment le correcteur d'assiette là qu'ils utilisent pendant la course en sortie de virage, etc. qui apparemment est pas si simple que ça à appréhender. Ouais, Depugny il a dit que c'était un cadeau empoisonné. Une nouvelle fois, je pense qu'il a pas tort. Allez, c'est parti pour Moto 3. La course Moto 3 sur ce circuit thaïlandais. Et vous la connaissez la question, je vous la pose. Maxime, qu'est-ce que tu penses de ce circuit? Mec, enfin, un circuit dans des pays comme ça où il y a du monde, quoi. C'est bondé, l'ambiance est folle. Quand Chantrail doublait les gens en Moto 2, c'était dingue. Moi, je me rappelle, je pense que c'est sur ce GP là où il y avait eu la grosse bataille Quartaro-Marquez, où c'était un stade Ouais. de foot, le truc. Ouais, Ça fait plaisir d'en être dans des pays comme ça, qui ont une ferveur pour le MotoGP. On se déplace dans des nouveaux pays, mais qui aiment ça, quoi. Tu vois, qui sont là, qui sont au rendez-vous. Et c'est top. En plus, l'année prochaine, Chantra sera en MotoGP, donc ça se trouve, l'engouement sera encore plus grand. Il doublera pas. Et le cirque. c'est pas faux. Mais surtout que c'est le premier Grand Prix de la saison, donc Ouais. Mais le circuit est carrément. Bah, il y a bien des gens qui viennent voir Pérez au Mexique. Hein. Mais le circuit est carrément ok. Le circuit est plutôt ok. Il y a des bons enchaînements, il est assez complet. Ça offre souvent des grosses courses. Franchement, rien à dire. Léo, je t'écoute. plutôt d'accord avec Maxime. Le circuit, il est pas flamboyant à proprement parler, mais pour autant, avec le public et tout, ça est cool. Et il y a toujours eu des dépassements sympas, notamment le dernier, là où je crois que c'est Pecco qui avait tenté un truc à l'extérieur, c'était magique. Marquez qui faisait des freinages de malade mentaux ce week-end sur Pecco encore. Et Martin, des fois, j'ai un moment où je pensais qu'il prenait les deux devant. Donc ouais, je suis plutôt fan du circuit en course. Sinon, ni chaud ni froid, le tracé en lui-même, quoi. Ouais. Puis il n'y a pas de paysage particulier autour. C'est pas une dinguerie, quoi. Ouais, mais moi c'est le circuit asiatique, vraiment asiatique, nouveau, parce que Sepang je le mets un peu à part, parce que c'est un circuit historique et qu'il est au top, comme Motegi. Mais tout ce qui est Indonésie, Inde et Thaïlande, du coup, ces trois circuits qui sont arrivés récemment, c'est de très très loin le meilleur. Tu l'as dit Maxime pour l'ambiance qui est complètement folle. Et le tracé, c'est un tracé de moto, j'ai l'impression. Où on peut dépasser, où il y a de la vitesse, il y a de l'enchaînement, etc. Moi, il me fait penser un peu à Spielberg, sans dénivelé. Dans le sens où tu as une première partie avec qui est accélération-frein. Et tu as une deuxième partie, très enchaînement courbe rapide, droite-gauche. Et ça finit sur un gros freinage où tu peux doubler. Donc je trouve que la typologie, elle se ressemble un peu. Il manque juste un peu de dénivelé et effectivement un décor un peu plus sympa. Mais après, ça en demandait beaucoup. Mais il se passe toujours des dingueries là-bas. C'est la limite. C'est la 5e course qu'on a là-bas, 2018, 2019 et 22, 23 et cette année. Limite, c'est la course la moins bien qu'on ait eue et elle était très cool. On a le souvenir de Dovizioso Marquez. On a le souvenir de Quartararo Marquez, t'en as parlé. On a le souvenir des trois l'année dernière. Martin, Bagnaia, Binder, avec, tu l'as dit Léo, Bagnaia qui tente un frein de fou furieux et tout. Enfin, c'est un circuit où il se passe des choses et il y a de la ferveur, etc. Les pilotes sont contents d'aller, les journalistes avaient l'air très contents d'être dans le paddock et tout. Donc rien à dire. Et en plus, quand ça a été annoncé qu'on commençait par ça l'année prochaine, j'étais déçu.
Et au final, là qu'on vient d'y passer le week-end, alors qu'on vient d'y passer le week-end, vous comprenez, euh, je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est cool, ça change. Moi, le Qatar, j'aime pas en plus, donc voilà. Mais on commence la saison sur un circuit avec des vrais fans qui aiment vraiment ça, qui vont crier dans les tribunes. Donc c'est forcément une bonne chose. Ouais, je pense que ça va être un bon mix. Hype du début de saison plus Carrément. circuit Bah, plein c'est et un tout, circuit qui c'est peut- vraiment ce qu'on veut, quoi. En plus, ça peut amener de la bagarre dès le premier GP entre Marquez et Pecco sur les GP25. Là où le Qatar, on n'a jamais eu trop de grosses batailles. Ouais, oui, mais c'est souvent la dur. ligne droite qui faisait Oui. la différence. C'est grâce à la ligne droite, effectivement, mais on a eu des courses folles au Qatar. Alors, Ouais. pas qui se décident au dernier virage, mais on a eu des courses un peu folles. Même Moi, si, je me rappelle, l'année dernière, je crois que c'était au Qatar On que fait Mir, double Qatar l'année dernière, non? non. il y a 2 ans, je crois. C'est quand Non, Acosta il y a- il sort des c'est- stands et il gagne quand il est en Moto 3. C'est en 2021. Quand il part des stands et qui gagne là, on fait double Qatar. Ouais. Le Qatar et Losail. Il fait P2 sur Et premier, l'année il dernière, gagne en fait, deuxième. on le fait à la fin de la saison parce qu'il y avait des travaux. C'est ça. Ah oui, Et voilà, c'est, c'est ça, c'est la fin de saison. Et c'est Didja qui gagne. La course était folle. Ouais, la course était incroyable. Ouais, il était revenu. Moto 3 donc sur ce circuit. Qui prend la pole déjà? Je me souviens plus. C'est pas Furusato? Si, je crois. Ouais. Si, je crois que si. Pole de Taiyo Furusato et avec une course qui va être réduite à 12 tours. Et l'ami Léo nous l'a expliqué avant le début de cet enregistrement parce que je ne le savais pas. C'est parce que les pilotes ont eu un long lap. Un long lap, pas du tout. Waouh, un warm-up. Ils ont tous fait un long lap. Voilà. Vous avez tous un long lap. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Les pilotes Ça ont fait un arrive des warm-up. Les pilotes ont fait un warm-up parce que la piste était humide. Ils n'avaient pas roulé sous la pluie de l'année, je pense. Donc il y a eu un warm-up. Et c'est pour ça que la course a été raccourcie à 12 tours. Est-ce que j'ai tout juste, Léo? Il me semble que c'est ça. J'ai vu ça sur Twitter, donc si c'est faux, bah je sais pas qui a dit faux. Bah, débrouillez-vous avec si c'est faux. Du coup, on a une course sprint en Moto 3 et forcément, déjà que les courses longues en Moto 3 c'est assez incroyable. Alors, une course type sprint en Moto 3 c'était fou. Mais comme je le disais la semaine dernière, les courses Moto 3, pas grand chose à en dire, mais elles sont incroyables. En fait, il y a de la bagarre dans tous les sens. Ça a peu chuté, je trouve, pour une course aussi complexe avec surtout une adhérence aussi précaire. Et à la fin, comme au foot, on disait à une époque c'est l'Allemagne qui gagne, et bien à la fin c'est David Alonso qui gagne. Ça ne change pas. Il s'échappe, il peut gagner en s'échappant, il peut gagner la bagarre dans un virage. Aucun problème pour lui. Il va gagner sa 12e course de la saison et donc dépasser Valentino Rossi au nombre de courses, mais ça on va en reparler parce qu'il va falloir se calmer à un moment donné quand même. Il va l'emporter devant Luca Lunetta et Colin Veger, Ivan Ortola et Taiyo Furusato qui va nous gratifier d'une superbe note artistique pour le passage de la ligne pour l'arrivée. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de cette course et plus globalement de la performance de David Alonso qui, encore une fois, a prouvé qu'il n'avait aucun rival en Moto 3, Léo? Moi j'ai bien aimé, c'était animé, puis c'était une espèce de sprint, donc en Moto 3, forcément, c'est cool à voir sur un circuit qui peut apporter des dépassements à peu près dans tous les virages dans cette catégorie. Donc franchement c'était sympa. On a eu de la bataille, hormis le dernier tour qui est masterclass d'Alonso, mais on commence à être habitué. Derrière c'était animé parce qu'il y a eu quand même, ça s'est frotté, ça a pas mal chuté, notamment les deux léopards je crois dans le dernier tour. Ouais. Au final, on se demandait si Ortola tentait un freinage monstre sur Alonso dans le dernier virage, mais il se loupe. Derrière, du coup, ça bouge un peu partout. Franchement, c'était intéressant, comme beaucoup en Moto 3. Max, je t'écoute. Bah, mais rien à rajouter sur Alonso. Je pense qu'on a fait le tour déjà sur ce que Léo a dit et sur ce que t'as dit aussi. À la fin, c'est toujours lui qui gagne, il est au-dessus. Je pense que même pour les autres, ils se disent bon, bah, quand ils le voient partir devant, bon, bah, dommage. On essaiera le prochain coup, tu vois. Et non, moi, ce que j'ai trouvé cool, c'est la course de Lunetta. On en avait déjà commencé à en parler il y a quelques épisodes quand j'étais là. Qu'il faisait une bonne progression, qu'il avait bien compris comment s'user les pneus, etc. Il avait été très bon à partir de milieu de saison. Il m'a montré des bons signes de progression, et là il me fait une course où il est largué du premier groupe. Je pense qu'il s'échappe à 5 devant avec Alonso, Veyer, Ortola, Furusato et je sais plus qui, je pense que c'était Kelso. Et en fait il va ramener le groupe de derrière en faisant des meilleurs temps autour et il va réussir à revenir dans le groupe
à doubler un paquet de gens et à être bon à la bataille pour finir deuxième. Donc il fait une fin de saison super intéressante, je trouve, à souligner. Ouais, 100% d'accord sur Luca Lunetta. Je pense que ça peut être un pilote à suivre, très intéressant l'année prochaine. Colin Weiger, 3ème, et Ivan Ortola, 4ème. Donc ça, c'est des mecs qu'on a l'habitude de voir être là parce que c'est des mecs qui jouaient le titre jusqu'à ce que David Alonso leur dise que c'était pas pour eux. Un petit mot sur Taio Furezato, quand même. Est-ce que ça vous dérange ou est-ce que vous êtes OK avec le fait qu'il ait quand même été classé 5ème malgré le passage un peu étrange sur la ligne de départ, Léo? Moi, ça me gêne pas. Enfin, en plus, je trouve ça rigolo. C'est peut-être bof ou quoi comme pensée, mais je vois pas. Enfin, t'as la moto et le pilote qui ont traversé la ligne. Pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, il chute juste avant et avec l'élan, il passe la ligne. Lui passe la ligne et sa moto, il la tient pas en fait et elle passe sur l'herbe un peu plus loin. 5ème. Difficile de la tenir en même temps. Vas-y Léo, pardon, je t'ai coupé. Non, en vrai, ça me dérange pas. Tu vois, avant la règle, fallait être en contact avec la moto. C'est-à-dire que là, Furusato, il devait se lever, prendre sa moto, revenir en arrière pour repasser la ligne. C'est moyen, quoi. Ouais. Finalement, surtout que la chute, c'est pas de sa faute, c'est un contact avec Weirer. Donc, je trouve ça légitime de le classer 5ème, quoi. Franchement, même sans le contact, ça se trouve, il faisait même mieux. Donc, c'est peut-être pénalisant pour lui. Au final, la chute, moi, je trouve ça ok. Maxime? Je pense que la règle elle est applicable dans certains cas. Je sais pas pourquoi elle a été créée, mais c'est un peu comme la règle au vélo où si tu tombes dans les 2 ou 3 derniers kilomètres, t'es pris dans une chute, t'es comptabilisé avec ceux qui arrivent en premier s'il y a une arrivée massive, tu vois. Je trouve ça assez logique dans le fait où mec, il tombe peut-être 10 mètres avant la ligne avec un contact qui est pas vraiment de son fait, c'est un fait de course. Enfin, il passe quand même. Enfin, vraiment, il tombe, je sais pas, à 5-10 mètres de la ligne. La règle, elle est applicable, mais je pense qu'il faut pas être non plus très bête là-dessus. Et là, dans ce cas-là, c'est vraiment pas gênant, je trouve. Au contraire, c'est pas lui qui jette sa moto, qui fait une erreur, Ouais, il y a des interprétations à voir qui peuvent être intelligentes aussi, je pense. C'est pas que blanc ou que noir, quoi. ouais, je suis assez d'accord avec ça, même si l'idée de devoir être en contact avec la moto me semblait pas être délirant, mais comme tu le dis, Maxime, il faut aussi interpréter la règle à un moment donné. Et là, c'est pas comme si il avait tenté un bail chelou, qu'il avait jeté la moto, enfin, j'en sais rien, C'est tu ça. vois. Donc, et comme tu l'as dit, Léo, c'est assez fun, je trouve, la manière dont, dont il a eu sa 5ème place, il pourra s'en vanter plus tard. Mais il me semble que Boben Schneider, il y avait eu un truc comme ça, qu'il était tombé et tout, mais il était pas en contact avec sa moto. Du coup, il avait été déclassé. Mais en fait, c'est complètement con parce que, pareil, la moto, elle avait glissé, il aurait dû aller la chercher pour repasser la ligne en contact avec sa moto. Dans ce cas-là, tu vois, c'est débile, je trouve. Peut-être pour ça que la Puis règle, là, ils en l'ont amené, plus, quoi. pour sa défense, les deux ont passé la ligne. Lui et sa moto. Ah oui, c'est pour C'est ça. pas genre sa Non, moto, mais elle est partie. c'est et la lui, non, règle. tu vois. La règle maintenant, c'est les deux doivent passer la ligne et Ce c'est le qui est- dernier qui passe la ligne qui est comptabilisé. C'est-à-dire que s'il passait en courant la ligne et que Kelso lui passait devant avant, bah, il serait passé derrière Kelso au classement. Ça, c'est vraiment des interprétations de règlement qu'on a besoin de sortir tous les 5 ans à peu près. Ça arrive C'est jamais. ça arrive jamais. Mais c'est rigolo. Moi, j'ai souvenir d'un pilote, je mange le nom en Moto 3, à Assen, mais il y a quelques années, qui avait passé la ligne sur les genoux, en fait. C'est Boben Schneider, je crois, non? C'est Bobby Schneider? Je me souviens Oh, plus, mais en tout cas, il peut-être. Oh, je sais tient, il pas. tient la moto, mais en fait, il a les deux Ah, genoux par non, terre, c'est genre- Kallio. C'est Mika Kallio? Il me semble que c'est Kallio. J'ai un trou de mémoire, je sais plus qui c'était. Mais du coup, voilà, il est deux genoux par terre, il avait passe à côté comme ça, alors qu'il est en tête du groupe, enfin, il va gagner. Et il passe 15 ou 16ème, un truc comme ça, il était dégoûté. Donc c'est Kallio. Donc, c'est des trucs dont on se rappelle, ça, en général. 6ème David Munoz, 7ème Joël Kelso, 8ème Scott Ogden, Stefano Nepa 9 et Tatsuki Suzuki 10ème. Un petit mot rapidement, Olgado 12, c'est dur, hein. C'est giga dur parce que je pense qu'au championnat, du coup, il Il n'a est toujours plus... deux. Ouais, mais il a plus que 11 points d'avance sur Veijer et 21 sur Ortola, donc faut quand même faire attention. Ouais. Et un mot, Léo, sur José Rueda, 16ème, qu'est-ce qui se passe? Bah, au début, j'essayais de le protéger en disant que mentalement, il était pas au top, la saison était compliquée. Là, j'ai l'impression qu'il est plus du tout dans le truc. Même en qualif, hein, là où c'était son point fort, il est à la rue. En course, il prend des mauvais départs, il se fait vite lâcher.
va falloir se reprendre l'année prochaine. Normalement, il est pressenti côté CF Moto pour remplacer David Alonso, donc il y aura quand même une tâche assez haute pour lui. J'ai assez hâte de voir comment il va rebondir. Mais ouais, il faut sa 3e saison, là, va falloir faire quelque chose. Peut-être pas un titre, mais au moins jouer les victoires, jouer devant régulièrement, quoi. Assez d'accord avec ça. Un petit mot sur le record battu par David Alonso qui remporte donc sa 12e course et qui dépasse le record de Valentino Rossi qui datait de 96, 17, 97. 17, ouais. Rossi avait gagné 11 courses et David Alonso en gagne donc une 12e. Monstrueux. Par contre, voilà, on l'a dit plein de fois, donc on va pas le répéter. Valentino Rossi, c'était 11 sur 15. Voilà. Donc David Alonso, s'il gagne les 2 dernières, il peut, je pense, dépasser en termes de pourcentage. Même pas. Non. Il a 73 Rossi et lui, ça l'amènera à 70. Ouais. Ok, donc s'il gagne les 2 dernières, il va venir mourir juste dessous en termes de pourcentage. Ça fera quand même 14 sur 20, c'est quand même... C'est loin d'être ridicule. Hein. S'il en gagne 14 sur 20, c'est incroyable. Déjà 12 beau. sur 18, c'est fou. Mais voilà, donc saison incroyable. Quand on commence à mettre tes chiffres en face, voire au-dessus de ceux de la légende qui est Valentino Rossi, c'est qu'il se passe quelque chose quand même. Ouais, surtout que cette année, le mec, il est incandescent Rossi, hein, c'est n'importe quoi. Et c'est le même qui gagne les 4 autres. Voilà, c'est le même pilote qui gagne les 4 autres. C'est Noboru Ueda, voilà, pour votre culture. Très bien. Et d'ailleurs, j'ai vu une stat passer sur les 4 courses que Rossi ne gagne pas. 100% des autres pilotes sur le podium sont japonais. Ok. Voilà. Il y a une course où il fait 2. Et sinon, les 3 autres courses, il n'est pas sur le podium. Et tous les autres pilotes sur le podium de ces courses-là, c'est des japonais. À l'époque, les japonais avaient les mains mises sur les petites catégories. Voilà, je suis nostalgique. M'en voulez pas. En parlant de pilote... Vas-y. Non. Moi, la stat qui me stupéfait, non, mais qui est le plus impressionnante, c'est pas forcément qu'il ait gagné tant de courses sur une saison, mais c'est d'avoir enchaîné 5 victoires, c'est-à-dire que personne ne l'avait fait depuis Marquez. Là, ça pour moi, c'est plus parlant que d'avoir gagné tant de courses, parce que si on commence à tirer, ça arrivera jamais, enfin du moins j'espère, si on commence à aller vers 30-35 grands prix par an, les 12 victoires, c'est un chiffre qui tombera forcément à un moment, quoi. C'est pour ça que je préfère parler en pourcentage, mais t'as raison, t'as pas tort en fait. C'est toujours à pondérer par rapport au nombre de courses, quoi. Parce qu'il y a quand même 25% de courses en plus par rapport au record de Rossi, quoi. J'avais fait un truc et je vous avais envoyé, il me semble, le pourcentage sur les saisons où il y avait plus de 10 courses dans la petite catégorie. Je crois que t'avais Martinez qui avait il a juste loupé une course dans la victoire. T'avais Rossi qui était 2e. Et si Alonso gagne toutes les courses restantes là, il passerait juste devant Marquez. Mais pour pas beaucoup, quoi. Mais après, c'était quand même autour de grands noms, donc on pourrait s'attendre potentiellement à une grande carrière derrière. Et bien, comme on le dit depuis le début, on lui souhaite une carrière à la Acosta ou à la Mir, et pas une carrière à la Danny Kent. Voilà, c'est tout. Guevara. Oui, ou Guevara. Mais attends, Guevara, c'est pas fini. Quand même. Il a encore une chance. Messieurs, je vous propose qu'on enchaîne et qu'on parte sur la catégorie du dessus. Alors, c'est parti pour le Moto 2. Moto 2 où je ne vais pas tarir d'éloges sur mon pilote préféré des petites catégories en ce moment, Monsieur Ayogura, qui va être titré en Thaïlande. C'est dommage que ça n'a pas été au Japon, mais le Japon c'était quand même il y a trop longtemps. Qui va donc, je vais direct, hein, on n'est pas là pour trier les lentilles, qui va remporter le titre et il va le sécuriser, le titre Moto 2 avant de partir en MotoGP l'année prochaine. Une course un peu compliquée pour lui, il se fait chahuter, il se retrouve assez loin au premier tour, mais il va remonter petit à petit pour aller accrocher la 2e place derrière Aaron Canet. Il fait une course de champion du monde en vrai, je pense. Il s'énerve pas, calme, il double les mecs petit à petit, il va chercher les points qu'il a besoin de mettre. De toute façon, c'est un gars comme ça. Quand il faut faire le bon choix de pneus à Motegi, il le fait. Enfin, toujours la bonne décision, toujours rien à dire. Tout le monde est content à la fin. Nakagami vient le saluer. Tout le paddock est content quand il arrive et tout. Même le casque est de bon goût. Il est pas tout doré, donc c'est incroyable. Rien à dire. Analyse 100% objective. Franchement, ça m'a rien à dire. Non mais, moi j'ai pas honte de le dire. C'est un de mon pilote préf. Il a un style incroyable sur la moto et tout, donc
Franchement, ça m'a fait archi kiffer. J'espère que c'est votre cas aussi. Léo, je t'écoute sur le titre d'Ayogura. Moi, je suis content, j'avais été triste quand il avait perdu le titre Moto 3, en plus face à Albert Arenas. Tu vois ce qu'il est aujourd'hui. C'est vrai ça. Et Euh, Arenas, attends, il bat pas Ogura et Arbolino? Ouais. Alors Et en plus, Arbolino, je crois il que- fait moins bonne carrière que Ogura, mais c'est pas mal quand même, tu vois. Je crois que c'est une fraude parce que de souvenir, c'était du coup Covid. La dernière course, c'était Portimao, je crois, si je dis pas Ouais, de bêtises. c'est Et ça. Arbolino Ogura, bah, ils avaient l'opportunité avec des conséquences genre Arenas finissait hors des points, un truc dans le genre, d'être champion. Et je crois que c'est dans le dernier tour, Ogura et Arbolino ils se touchent et du coup Arenas bah, il remonte un petit peu et il fait tout pile ce qu'il faut pour être champion. Enfin, Ouais. Mais c'était incroyable par contre. bah, En par termes contre, de là, suspense, c'était c'était fou. incroyable. Mais bon, Arenas quoi. Malheureusement. Vas-y Léo, je sais pas si t'as fini. Non, mais ouais, je suis plutôt content. Par contre, ça m'a surpris, mais je crois qu'il a fait que 2 ou 3 poles dans la saison. J'ai vu ça, ils ont montré la stat. Je pensais qu'il en avait fait beaucoup plus avec Garcia en début. Mais C'est pas vraiment un homme du samedi. Ouais. Mais il gagne plus par sa constance que par sa domination, hein. Il est pas non plus. Enfin, je le vois pas archi dominateur sur la saison. La seule Autant course où il il met finit pas par de Tout le points, temps là. la seule course où il met pas de points, c'est quand il peut pas rouler parce qu'il a l'épaule cassée en Autriche. la première chute de la saison d'ailleurs. Ouais. Et c'est pas sa seule d'ailleurs encore. Ouais, C'est peut-être. Ouais, c'est peut-être sa seule chute de la saison. Ah, c'est sûr qu'il en a moins qu'Acosta déjà, c'est pas mal. Effectivement. Maxime, un petit mot sur le champion du monde Moto2 Ayogura. Ouais, mais c'est ce que je te disais avant, c'est le champion de la régularité. Pour moi, il a pas été archi dominant. En début de saison, c'est plus dominé par Garcia et la globalité des Bosco-Scuro. Mais c'est le seul qui a réussi à rester constant sur toute la saison, hein. Quand on regarde les 4 Bosco-Scuro, les 4 ont la vitesse, mais c'est le seul qui est là à la fin. Il a su résister quand il y a eu le retour des Calex. Donc c'est très bien, très content pour lui. Je pense qu'il a eu un peu ces démons d'il y a 2 ans qui sont revenus en début de course, où il avait perdu le titre à Valence en étant un petit peu trop optimiste. Donc il a pris la course tranquillement, avec l'expérience qu'il a maintenant. Avec une grande sérénité, il les a rattrapés tout sympa, hein. Il a échoué un peu à une seconde 2 de canette, mais il a commencé à pleuvoir. Assez déçu pour Chantra d'ailleurs, hein. Ça aurait été fou qu'il fasse podium, mais on en reparlera peut-être. Mais il a su calmer les rythmes aussi quand il fallait à la fin, quand ça a commencé à pleuvoir pour s'assurer le titre, donc très très content pour lui. Je viens de voir, il a 3 victoires sur la saison. Autant que Ouais, Canet c'est pas- et autant que Aldeguer. Donc c'est assez équilibré. Mais lui, il a réussi à faire la différence, comme tu l'as dit, par sa constance, parce qu'en plus des 3 victoires, il y a 3 deuxièmes places, une troisième place et 2 quatrièmes places. Donc en fait, il est quasiment toujours placé, et c'est ça qui a fait la différence pour lui. Ah, c'est comme ça qu'on gagne des championnats des fois, hein. Là, on arrive un peu sur un plateau Moto 2 en renouvellement, on dira. Il n'y a pas de crack générationnel où enfin il était censé y en avoir un, c'était Aldeguer, mais il passe à travers. Après, il n'y a pas encore le nouvel Acosta, il n'y a pas un mec qui domine vraiment le plateau, donc L'année prochaine. voilà. On espère que l'année prochaine, en tout cas, tous les jeunes qui vont arriver du Moto 3 vont remettre un petit élan de Ouais, je suis d'accord. Il y neuf a... là-dessus, et puis il va y avoir un petit pardon. Non, je t'en prie. Il va y avoir un petit choc des générations avec Canet, Arbolino, Dixon et compagnie contre les tout nouveaux jeunes qui vont arriver. Ça va être intéressant à voir. Et en fait, il y a un élan de renouveau en MotoGP. Et en fait, ça se transmet avec un élan de renouveau en Moto 2. Et aussi Ouais. beaucoup de rookies qui vont arriver en Moto 3. Donc, là, on est vraiment sur une égalité entre les 3 KT là-dessus. Et ça, c'est très très cool. Vas-y Léo, tu voulais dire quelque chose? Mais au final, Maxime parle d'une saison qui est pas dominante. C'est vrai que sur le papier, c'est pas incroyable. Il enchaîne pas les victoires, il est pas podium tout le temps. Mais il est titré 2 courses avant la fin. Il a 60 points d'avance sur Canet. Alors oui, ils ont fait beaucoup d'erreurs à côté, mais c'est quand même le meilleur de très loin, statistiquement parlant, sur la saison, quoi. Ouais, mais après, ouais, c'est comme... Parce que je suis d'accord avec ça, il a pas tout raflé. En fait, il a pas juste laissé aucune chance aux autres, mais il a juste été meilleur, plus intelligent sur la longueur de la saison. Il a fait moins d'erreurs que les autres et bah, c'est comme ça qu'il a gagné son titre. Si il tombe pas sur un... C'est sur qui tombe, qui perd le titre? C'est Acosta l'année dernière, il peut rien y toucher. L'année ouais, d'avant, mais c'est c'est Augusto.
L'homme d'avant, c'est Augusto Fernandez. Ouais. Ouais, il tombe pas sur un Augusto Fernandez qui est plutôt chaud. Je pense que ça se passe bien déjà il y a 2 ans. Donc je suis très pressé de le voir sur l'Aprilia. J'espère que l'Aprilia sera au niveau. Parce qu'en plus, c'est un mec qui a des balls, tu vois. Il s'est barré du Team Asia pour aller chez Bosco Scuro, ça a marché. Il a refusé de remplacer Nakagami chez Honda. Franchement, c'est archi couillu pour un japonais. Donc, ouais, franchement, moi j'adore. Vraiment, ça va. En MotoGP, l'année prochaine, ce sera d'assez loin mon deuxième pilote préf. Enfin, vraiment, c'est. Et pourtant, au début du podcast, quand on a lancé le podcast, il était en Moto 3. Je lui ai tiré dessus. Mais genre, je me faisais trop plaisir parce que je le trouvais catastrophique. Il a joué le titre en Moto 3 alors qu'il gagnait rien. Tu vois, mais il était constant, il tombait pas. Comme ça. Donc je me foutais trop de sa gueule. Mais maintenant, c'est un de mes pilotes préf. La course, du coup, un petit mot sur notre ami Fermin Aldeguer. J'ai tweeté, c'est le cirque Pinder. Ça rime en plus. Qu'est-ce qu'il a fait, quoi? Alors là, en plus, t'as vu, Maxime, tu nous l'as dit avant qu'on enregistre, il est déclaré pas responsable de l'accrochage. Mais il se pète la main. Mais qu'est-ce qu'il fait? Moi, franchement, ça m'inquiète. Non, je m'en bats les couilles. Mais il a fait que des conneries de débutant toute la saison. Léo, c'est ça, on s'attendait à ce qu'il se relève en fait. On s'attendait à ce qu'il se relève. En fait, le mec, nulle part. Le mec n'a jamais sorti la tête de l'eau de la saison. Il a enchaîné les kata après kata après kata. Et on se dit, mais c'est pas possible, il va pas nous en inventer. Puis surtout que le dernier GP que je suis venu débriefer avec vous, je sais plus lequel c'était, mais il fait déjà ça. Il se lance déjà dans un freinage honteux sur Honshu, là où il semble. Je crois que c'était à Aragon. Oui, Aragon. Dans les premiers tours en plus, il s'emballe encore. Il refait les mêmes bêtises. Là, il arrive. Tu fais des bêtises, t'es jeune et tout, ça arrive, mais tu les refais. C'est ça qui est problématique en fait. Il arrive, c'est n'importe quoi là. Vraiment, vas-y Léo, je t'écoute. Moi, ce qui me fait rire, c'est que je crois que j'ai enregistré toutes les victoires d'Aldeguer cette saison. Et à chaque fois, le débrief sur lui, c'était est-ce qu'il rentre dans une dynamique positive, est-ce qu'il va chercher le titre? Et non, mais attends, calme-toi, on sait pas de quoi il est capable. Et chaque fois, les 2 courses d'après, soit il tombait, soit il finissait je sais pas combien. Et on était en mode bon, bah c'est fini pour lui. Et à chaque fois, il y avait un petit élan où tu disais ah, peut-être que là il se relance. Ah, ben non. Ouais, parce que c'est un mec, il a ce truc un peu. On l'a vu l'année dernière, mais le problème c'est qu'on l'a vu que l'année dernière, il l'a pas refait. Il a été capable de rentrer dans un tunnel comme on voit Bagnaia le faire des fois, où pendant 1 mois, il est intouchable. Vraiment, il vole. Donc moi, à chaque fois, ouais, je me disais, bah peut-être que c'est maintenant, tu vois, peut-être que. Et je pense que c'est le genre de chose qui est très mental, qui joue beaucoup dans la tête. Et à chaque fois, je me disais, ok, bah là, il a une belle victoire, il a une belle perf, peut-être ça peut cliquer. Mais pas du tout. Là, t'as cité Aragon, il y a le départ volé à Portimao. Il y a la chute dans l'ongle à Barcelone. Je crois qu'il fait un truc honteux à Assen aussi. Enfin, mec, il a fait. Mais vraiment, le cirque Pinder. J'ai pas d'autres mots. C'était n'importe quoi sa saison. Mais oui, t'as raison. En fait, c'est surtout, je pense, c'est vraiment mental parce que la vitesse, il l'a. Et même sur les week-ends où il fait n'importe quoi, la vitesse, il l'a. À Portimao, il est énorme. Il est incroyable. À Barcelone, il est énorme. Oui. Et j'espère que toutes ces erreurs-là, ça fera qu'on n'attendra rien de lui quand il arrivera en MotoGP, ou à part que de la merde. Et que du coup, ça lui enlèvera cette pression, et qu'il pourra être serein. Parce que je pense que vraiment, je vois pas pourquoi il se précipite à chaque fois quand il fait des erreurs comme ça. Quand il rentre dans l'enveloppe et qu'il se rate. Il me semble que. Y a pas une. Mais c'est à Barcelone. Non, c'est laquelle course où il en fait 2 parce qu'il en rate un? C'est Assen. Voilà, ça y est. Je cherchais Assen. Et c'est que des erreurs de précipitation, il se jette dans le premier tour à l'intérieur d'un mec et il tombe. Enfin, il veut trop prouver qu'il mérite sa place en MotoGP, je pense. C'est ça qui fait où il en est aujourd'hui. Et c'est pas français d'ailleurs. Mais t'inquiète. mais j'espère que l'année prochaine il aura plus du tout ça et qu'il pourra vraiment montrer de quoi il est capable parce qu'il a la vitesse. Le principal, il l'a. Vas-y Léo. On le dit en plus à chaque fois avec Aldeguer, j'ai l'impression. Mais c'est typiquement le mec qui va arriver sur une GP24 totalement terminée. Et on sait pas comment il va avoir la vitesse sur un week-end et il va aller gagner. En plus, il a jusqu'à Mugello pour battre le record de précocité. Il y a un monde où il arrive l'année prochaine et il bat le record sorti de nulle part, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il en gagne une avant Acosta? Non. Wow.
je pense qu'Acosta, il Non, en je gagne pense pas. l'année prochaine. Ah ouais, non, je pense que, à mon avis, Acosta sur la KTM l'année prochaine, je pense que ça peut être très sale. Mais Ok. non, mais c'est intéressant parce que forcément, même si la KTM passe un step, elle sera vraisemblablement toujours moins bien que la GP24, surtout sous les premiers grands prix de la saison. Mais non, je pense pas quand même. Acosta, on a vu là ce week-end, on va en parler tout à l'heure, mais avec des. Ouais, il nous alors, fatigue, frère. non, C'est mais, bon. non, mais nous fatigue. Mais et tout le monde m'a dit oui, bah, si ma mère avait des roues, ce serait un autobus. Oui, d'accord. Sauf que s'il fait pas n'importe quoi au début de la course hier, attention. Attention, s'il fait pas n'importe quoi. Après, Aldeguer, il est capable de refaire pareil en MotoGP l'année Mais prochaine. oui, Il va arriver. Mais tu sais que ça se trouve, Aldeguer, il y a un monde parce qu'il est trop fort sur la tournée asiatique. Il arrive, première course, il prend la Thaïlande, il gagne. il est chaud. On dit, oh vas-y, lui c'est futur crack MotoGP. Il enchaîne les Et 3 après, il prochains disparaît. Grands Prix, il chute. J'en serait Et possible. après, ça devient Marco Bezzecchi, gros. Voilà, c'est... Bon, après, non, mais ça, par contre, c'est vraiment de la science-fiction. Pour moi, c'est impossible de gagner la première course en MotoGP. Dis-toi qu'il y a un mec. Alors, il y a dû y en avoir d'autres. Hein. Mais j'ai en tête un mec qui a réussi une pole pour sa première course en MotoGP. Vous savez qui c'est? Il a calé sur la grille. Non, il a fait une course de ouf. Mais c'est Jorge Lorenzo. Donc, tu vois, c'est ce genre de gars, quoi. Donc, Il est qu'en première ligne, Quartaro, quand il est sur sa première Si, il est course. première ligne, mais il a pas la pole. Il est troisième. Il a pas la pole. Zarco, il mène sur son premier Grand Prix et il y a Ouais, un mais moment où c'est- tu te dis, vas-y, il va la gagner, quoi. Non, mais mec, Ça, me c'est parle, la me course parle pas de cette science-fiction, course, je celle-là, vais c'est- pleurer. ouais. Mais après, la course est particulière aussi. Il y a des conditions particulières, il n'y a pas de grippe et tout. Enfin, c'est. Voilà. Parce qu'il kiffe. Mais même Marquez ne gagne pas dès son premier Grand Prix. Enfin, voilà. Même Rossi gagne pas son premier Grand Prix. Bref. Mais ça, voilà. ferait partie de son histoire, ce serait Ah, mais mec, pas déconnant. mais ouais. le pire, c'est ce serait pas tellement déconnant, pas déconnant. Aldegueresque. Tu vois, le mec, il fait une saison moto 2 cataclysmique alors qu'on l'attendait. Il monte sur une moto G, bam, podium. Imagine, même pas gagné, juste podium. Il fait P3. Il fait P3 en faisant les freins à Bezzecchi dans le dernier virage sur la Prila. C'est un truc incroyable. Ouais, non, Bezzecchi il sera déjà plus là normalement Ah dans oui, le dernier merde, je tour. suis con. Pardon, Bezzecchi. Incroyable. Un mot rapide, messieurs, sur Aaron Canet. Est-ce qu'il est enfin sérieux? Parce que c'est la première fois qu'on 3 victoires cette saison alors qu'il avait jamais gagné en Moto 2. Deuxième du championnat, serein, fort, sûr de sa force. Est-ce que déjà on serait pas sur un premier favori pour le titre l'année prochaine, Léo? J'ai tweeté, pour moi, il a eu le déclic de la première victoire. Il a réussi à en avoir plusieurs cette saison. Alors il est quand même beaucoup chuté, ça fait partie du personnage. Mais potentiellement, comme on disait tout à l'heure, va y avoir le choc des générations. Si les rookies ont du mal à se mettre vite dedans, tout ça, c'est peut-être la saison ou jamais pour prendre un titre. Maxime, je t'écoute. Non, pas de candidat pour l'année prochaine. Mais c'est cool, je suis content pour lui. Il arrive à débloquer des choses. Pas C'est candidat très pour bien, l'année mais- prochaine. Non. Ok, Non, mec. parce que c'est comme quand on me dit que Dixon il est candidat au titre, non. Toi, tu mets qui un Vraiment, candidat, c'est- du coup? Il peut avoir des déclics à la Sam Lowe, tu vois, c'est bien, c'est cool, mais après il peut passer les 3 prochains GP dans le gravier, donc je sais pas. Je me prononcerai pas là-dessus. Je serais pas aussi optimiste en tout cas. Ouais, mais tu mets qui Non. en candidat si tu mets pas Aaron Canet? Bah pas lui. c'est sûr, en tout cas. Non, parce que sinon, mais- t'as Lopez, Garcia, à la limite, si mentalement ça Lop- revient, mais Lopez, Garcia, Dixon, Roberts. Ouais, Arbolino, non puis il peut y avoir un Moreira, il peut y avoir des Arbolino. choses comme ça. Moreira il fait des belles choses hein, dernièrement. Morera, oui. Il progresse vraiment bien. hein. Pour moi, il a la Ça me- même saison rookie Moto 2 que Sergio Garcia l'année dernière. Ouais, c'est ça. Puis Honshu sur une, tu vois, début de saison, tout s'aligne, claque, confiance. C'est des mecs qui peuvent fonctionner devant, même si je crois pas trop. Mais Personne j'ai n'y plus croit. envie de croire en Honshu qu'en Canet, tu vois. C'est... Oui, non. Ah, par contre, enfin, je sais pas ce que t'es en train de boire dans ta gourde là, mais change, ça pas du tout là. Frérot, on en reparle. Mais Guevara, Euh, sa meuf, son ex, recontacte sur Insta. Ça Bam, devient le il en monstre. gagne 29 sur 22. Incroyable. Bon, mais si on a fait très très long sur le Moto 2, je vais vous passer vite fait le classement, mais on va pas s'éterniser beaucoup plus que ça. Troisième, Marcos Ramirez qui fait une belle course. Somme 4 Chantra, si parlons de Chantra vite fait quand même. Course à domicile, des dépassements, le public qui hurle et tout. Son sourire, l'interview de Manon David, la journaliste Canal et tout. Franchement, rien à dire, il fait kiffer en fait ce gars. Enfin, tu vois, c'est pas un pilote incroyable, mais il renvoie trop une bonne énergie, ça fait kiffer. ah, c'est un vrai kiffeur. Lui, c'est vraiment le kiffeur. Avec ses petites mèches Trop blondes là. Ah, mais vraiment dégoûté pour lui par contre. Parce que franchement, le podium, il est pour lui. Hein.
Tu Ouais. vas au bout de la course, il revient tellement fort, mec. Il est survolté hein, en fin de course. Ouais. Ça dégoûte un peu. Ensuite, j'ai perdu le classement, tout va bien. Diogo Moreira 5, Guevara 6, belle course du futur ancien crack. Jack Dixon 7ème, Arenas 8ème, Manuel Gonzalez 9 et Denis Onjou 10ème. Lopez 11 et Garcia 12, c'est pas très très beau quand même. Voilà, grosso modo. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur le Moto 2 ou est-ce qu'on peut passer au plat de résistance? Allez, c'est parti, MotoGP. Le MotoGP sur ce circuit de Thaïlande, donc, avec, vous êtes habitué, une course sprint, il y en a une tous les week-ends, remportée haut la main par Enea Bastianini. C'est pas passé grand chose dans cette course sprint, c'était pas la course sprint de l'année. Mais voilà, Bastianini a giflé tout le monde. Les commentateurs, Laurent Rigal et Depugny, étaient surpris. Moi j'étais surpris qu'il soit surpris parce que c'était là, oui, d'habitude il est fort en fin de course, là il était bon dès le début et tout. Non mais c'est pas Augusto Fernandez non plus, à un moment donné, pour moi là, Ça peut arriver de faire des bons départs. Hein. C'est Non, mais- pas juste. Il fait jamais des bons départs de l'année, du coup ça peut pas lui arriver. Tu vois. C'est vraiment. mais c'était ça gros, c'était ça. Peut-être c'est Maverick Vignales ça sur la moto, on sait pas. C'est ça que je voulais dire. Attends, le mec, il est quand même 3ème au championnat. Il a gagné des courses cette année. Il a la meilleure moto du plateau. Excusez-le de faire un bon départ de temps en temps, tu vois. Enfin, vraiment. Pour moi, ce qui Il me y a choque, aucun respect pour lui. ce qui me choque le plus, c'est sa 2ème place sur la grille. Parce que ça, on n'est pas effectivement. Et ça, c'est ça qui fait toute la différence, en fait. Enfin, je sais Ouais. pas. C'est plus étonnant que de le voir faire un bon départ. En plus, Martin rate un peu au départ. Il n'a pas touché Tech Marquez, mais il est obligé de couper les gaz, etc. Du coup, il gêne aussi Bagnaia, blablabla. Du coup, il profite de ça, il se barre et il le revoit plus. Ça me dégoûte. Surtout qu'il fait pas un très bon départ en fait. Mais non, Parce qu'au juste. premier virage il est 3ème. Ouais. Hein. Mais non, mais il profite du bazar. Bah, c'est... Moi, ça me dégoûte qu'on voit pas un Bastiani comme ça tous les week-ends. Bref, Léo, un avis rapide sur la sprint de Bestia. Bon, c'était solide. Maintenant, l'année prochaine, sur la KTM, j'en attends vraiment plus du tout. Enfin, je sais pas pourquoi, mais c'est typiquement le genre de mec, je le vois pas du tout performer sur une KTM. Donc, Moi, je suis pas archi d'accord. Alors, je suis d'accord dans le sens où ça sera moins bien. Ça peut pas être aussi bien, c'est pas possible. Mais pour moi, alors déjà, entre lui et Vignales, je pense qu'il peut y avoir un monde d'écart. Parce que je trouve que Bastianini il est très inconstant. C'est son problème principal, il manque de régularité. Par contre, il a la capacité, il a un peu d'Alex Rins en lui, dans le sens où il est capable d'emmener une moto mid et de lui faire n'importe quoi sur un circuit où en fait il marche sur l'eau. À l'inverse d'un Vignales où si tout n'est pas millimétré, il va moins vite qu'une moto 3. Et ensuite il pleure et il fait des ruptures. Donc c'est pour ça que Bestia, je le vois pas faire une grande saison, mais il est capable sur un circuit où il est touché par la grâce. En fait, comme alors il était sur une Ducati, mais comme à Sepang l'année dernière. À Sepang l'année dernière, il se blesse à Portimao en 2023. Ensuite, il se blesse à Barcelone. Il est nulle part et à Sepang, tu sais pas ce qui se passe, le frérot. Il satellise tout le monde d'un coup. En fait, et je pense que qu'il ait une Ducati, une Yamaha ou un MBK 51 entre les cuisses, je pense que c'est ce genre de gars, Bastianini. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, voilà, c'est mon avis sur l'année prochaine, Bastianini. Moi, je suis très pressé de le voir parce que ça peut être que j'aime bien. La course du dimanche avec le déluge qui s'abat sur la piste juste avant le départ. Et donc, moi, je suis debout sur mon canapé, bien entendu. Parce que moi, les courses sous la pluie, c'est vraiment ce que je préfère. Et c'est la première de l'année. On n'en a pas encore eu. Donc, ça me fait kiffer. Et me parlez pas de Misano, ça compte pas. Départ, je trouve, dites-moi peut-être que j'en fais trop, hein, mais le départ de Bagnaia, est-ce que c'est pas un départ de... Ok mon gars, il y a un petit échange avec Jorge Martin au départ, sur les premiers tours, le 2-3 premiers tours, et j'ai l'impression qu'il y a un truc de, mec, je vais finir devant toi, je m'en bats les couilles. Genre, là j'ai plus le choix, donc ça fait des dépassements, c'est pas que ça se met des coups de carénage, mais j'ai l'impression que Bagnaia a eu cette envie de s'affirmer un peu sur Jorge Martin. Peut-être, dites-moi si je dis de la merde. J'ai plus aucun souvenir du départ, mec. Je suis en train Merci d'essayer de me beaucoup. souvenir ce qui s'est passé. J'ai plus aucun souvenir du départ. Léo, Est-ce que tu peux me le détailler, mec? mais en fait, il se passe, il y a 2-3 échanges entre eux.
C'est qui sort devant? C'est pas Martin qui sort devant? Si, c'est Martin qui sort devant Ah. de mémoire. Et Bagnaia le reprend à l'aspiration sur la première ligne droite. Au frein, Martin repasse. Et sur la deuxième ligne droite, Bagnaia reprend l'aspiration. Il le tasse un peu, etc. Il lui fait un truc de là, je suis pas venu pour rigoler en fait. Maintenant, c'est terminé. C'est possible. Est-ce que Léo, t'as la même lecture que moi là-dessus? Ou est-ce que, comme Maxime, tu t'en souviens absolument pas? Ou est-ce que c'est moi qui ai bu? Non, j'ai en tête vite fait, mais j'ai peut-être aussi Ça m'a pas le marqué. fait que Martin, tu vois, il sait maintenant que s'il finit que deuxième, Ouais. entre guillemets, et ben il est sûr d'être champion, peu importe ce que Bagnaia fait. Donc potentiellement, je me dis que lui, il avait tout à perdre sur un départ comme ça, à prendre peut-être un peu trop de risques. Donc à laisser filer Bagnaia devant, parce qu'on sait que Martin, sous la pluie d'habitude, c'est quand même quelqu'un de costaud. Et moi j'ai en tête le Japon de l'année dernière où Ouais, c'est moi, très fort. en fait, ce que je veux dire, j'ai que cet exemple en tête. J'ai pas d'autres souvenirs de Martin giga fort sous la pluie. Mais Bagnaia, pareil. Ouais. Mais du coup c'est pour ça que je me dis potentiellement il prenait moins de risques parce qu'il a en tête, comme depuis le début de la saison, le titre et il faut qu'il reste sur ses roues à tout prix quoi. Ouais, c'est possible. Bah, s'il pense comme ça, c'est mort pour Bagnaia. Je te dis Ah tout bah de c'est suite. sûr. Derrière, on va avoir dès le début un accrochage entre Morbidelli et Fabio Quartararo. Fabio Quartararo qui a fait une super qualif, qui est parti 6ème et qui fait un super début de course avec du rythme. Sauf que Morbidelli, derrière, a énormément de rythme aussi, on va en reparler. Il va faire n'importe quoi. Et il va mettre par terre Fabio Quartararo. Quelle est votre analyse sur cet accrochage? Et est-ce que Morbidelli mérite le déferlement de haine qu'il a pris sur le Twitter français, Maxime? Le move, on en a vu des comme ça. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils prennent qu'un long lap. Ça me dérange un peu. Moi, j'en ai mis deux aussi, je suis d'accord. Voilà, parce que quand on voit qu'un faux départ peut en coûter deux, là pour le coup, c'est vraiment une manœuvre non maîtrisée. Après, faut prendre en compte aussi que les conditions sont pas simples, hein, attention. Non, bien sûr. Enfin, ils sont sous la pluie, quoi. Donc bon, mais il rate complètement son frein, il le met par terre. En plus, peut-être qu'il redresse parce qu'il voit qu'il va au contact, mais il tourne jamais. Genre même s'il n'y a Non. pas Quartaro, le frein au moment où il les prend, il tourne pas, quoi. Donc c'est vraiment un peu désastreux, surtout qu'il nique peut-être la seule course que Quartaro a pu avoir de bien cette année. Donc c'est pour ça que je pense aussi que le public français a été un peu dur avec lui. Il y a aussi cette image de mec, comment dire, qui mérite pas sa place. Vraiment d'imposteur en fait un peu, qui est là par hasard et qui a vraiment sous-performé un peu toute la saison quand même, faut se le dire, avec la moto qu'il a. Donc ouais, c'est un peu dommage. Déjà qu'il perd pas de ouf, là il aurait pu faire bien en plus. Donc c'est un peu l'analyse que j'ai. Après c'est un accident qui arrive, hein. On en a vu d'autres comme ça ce week-end. Que ce soit Morbidelli ou un autre, c'est pas plus étonnant. Même s'il les enchaîne un peu, il est souvent sous la trajectoire en train de casser les couilles aux gens. Bon, c'est Morbidelli quoi. C'est pas étonnant. Bon, ça arrive. Quartararo en a fait d'autres, hein, quand il met par terre ou quand il a failli mettre par terre Espargaro, je crois que c'est à Assen. Ouais. Euh, Ah non, mais ça bien m'est arrivé sûr. aussi, tu vois. Vas-y Léo, je t'écoute. Pour moi c'est toute la haine c'est parce que c'est Morbidelli. Aucun autre pilote sur la grille fait ça. Ne se prend autant de haine parce que Morbidelli, t'as l'embrouille avec Fabio. Fabio, il l'avait détruit dans les médias. Tout le monde a l'idée de Morbidelli qui avançait pas avec la YAM, qui était pas Le clash avec corporate. Zarco. Le clash avec Zarco. L'idée, comme disait comme disait Maxime, t'es mon goat en fait. T'es beau gosse. Non mais tu sais que pareil de Morbidelli qui méritait pas du tout la GP25 et qui se retrouve là sur cette moto, on ne sait trop comment et du coup qui est plus rapide que Fabio, ça fout les boules. En plus il y a l'aspect de Fabio, bah, il avait potentiellement, alors avec des gros guillemets, mais un podium à portée de main, on sait jamais avec la pluie et tout, tu vois, ce qu'il est capable de faire, c'est qu'il soit dans un mindset à fond. Je Non, pense mais- que Morbidelli avait plus de chances de finir sur le podium que Quartaro. Mais c'est t'as raison, on sait pas. on sait jamais. C'était à l'instant T sur la course, tu vois, à ce Il était moment-là, pas 17ème. il y avait potentiellement l'idée de chercher un podium, quoi. Et du Ouais. coup, bah, tout ça fait que derrière, il se prend des insultes. Même Fabio, à la fin, il a dit
ok, enfin c'est la course, ils ont discuté ensemble, y a que les supporters français qui ont gueulé quoi. C'est clair. Bon, je vais pas vous paraphraser parce que sur ce que vous avez dit, je suis assez d'accord. Juste, en fait, derrière Morbidelli va faire un long lap monumental, incroyable long lap, et il va tomber. Limite, je vais me faire taper dessus, mais c'est pas grave. Tout le monde dit que de toute façon, on vient me dire que je suis un hater de Quartaro, j'ai l'habitude. Limite, je suis plus déçu pour Morbidelli que Quartaro à la fin. Parce que pour moi, Morbidelli, là, il va chercher un podium. Donc, sur l'accrochage, rien à dire. Morbidelli fait nain. Pour moi, il mérite même 2 longs laps, comme tu as dit, Maxime, etc. Rien à dire. Mais sur le résultat projeté, vu le rythme affiché sur les premiers tours, Morbidelli est largement au-dessus de Quartaro. Après, du coup, il est con. Pourquoi vu qu'il va beaucoup plus vite que lui, pourquoi il se fait chier à lui faire ça alors qu'il peut passer à un endroit où c'est beaucoup plus safe? Alors, de notre canapé, c'est facile à dire, mais il va tenter quelque chose qui est assez improbable alors qu'il a plus de rythme qu'un gars. Enfin, c'est un peu con. Donc, déçu pour Morbidelli parce que par contre, là, s'il fait podium, voire mieux, là, ça sauve sa saison. Et s'il y en a un qui est déçu, et là, je vais dans la science-fiction, c'est aussi Francesco Bagnaia. Parce que Morbidelli, c'est son pote de la VR46, comme vous direz Laurent Rigal s'il était là. Et vu le rythme qu'il avait, potentiellement, il pouvait s'intercaler entre les deux. Ouais. Et je pense Ouais, que mais bon, après, science-fiction, Morbidelli a beaucoup de rythme. Il double Martin. Et après, il reste gentiment derrière Bagnaia. Science-fiction, mec. Sur toutes les courses où Morbidelli, il a eu du rythme cette année. Il tombe. Combien il en a fini? Aucune. Non, mais c'est sûr. À chaque fois en fait, il a tellement. Il est trop. Quand il est vite, il fait nimp. Après science-fiction C'est aussi, t'as Morbidelli qui rattrape Martin, t'as un gros mapping disc qui s'apparaît sur son tableau de bord en mode mon ref, calme-toi quoi. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Science-fiction. Dernière science-fiction. Morbidelli qui fait tomber Martin. Les complotistes. Oh putain. Non, mais moi, là, je désactive mon compte Twitter. J'aurais pas la force de Et gérer ça. Bezzeki qui descend de la moto pour célébrer, du coup. Les complotistes. Incroyable. Suite de la course, du coup, avec Francisco Bagnaia qui prend de l'air sur Ariel Martin. Il a beaucoup de rythme. Sauf qu'en fait, il y a un mec derrière lui qui est le meilleur pilote de tous les temps sous la pluie. Qui s'appelle Marc Marquez. Du coup, qui rattrape Francisco Bagnaia. Et là, je vais paraphraser Yann dans le débrief de Flag to Flag. Quand je l'ai vu commencer à envoyer des grands freins à 10 mètres de Bagnaia qui est en train de jouer le titre, j'ai eu une goutte là. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va le mettre par terre, cet enfoiré. Parce que on parle de Morbidelli. Mais lui, on en a vu faire des dingueries quand même, tu vois. Je me suis dit, putain, ce bâtard, il va tout gâcher. Et c'est pas fini. Il a encore le temps de le faire, il reste 2 courses. Mais il était encore une fois beaucoup plus fort que tout le monde. Il était plus fort que Bagnaia. Il avait plus de rythme. Même si sur ses attaques, comme elles sont trop optimistes, Bagnaia arrive à recroiser. Et il va finir par chuter. Malheureusement. Messieurs, je vous pose la question. Je sais pas si vous avez la chute en tête. Je me dis, si le vibreur il est 10 mètres plus loin, J'allais le dire. ce bâtard il la relève. Ouais. Ce bâtard il la relève. Et je dis bâtard, c'est affectif. Venez pas m'insulter. Mais je suis sûr qu'il est. En vrai, ils peuvent t'insulter quand même, c'est pas grave. Ouais, j'adore. Il était à 2 doigts de réussir à relever une moto sous la pluie, s'il te plaît. Et là, je vous dis, mec, science-fiction, mec, légendaire, je te jure. Imagine, il la relève. Il va chercher Martin, Pico, c'est sûr. Martin passe, il redouble les 2 pour aller gagner. Non mais. Ah là là, il me dégoûte parce qu'il nous a fait passer à que dalle d'un truc incroyable encore. Vas-y, Maxime. Ça veut dire qu'il gagne. S'il la gagne, il aurait gagné 2 courses 2 fois d'affilée. Enfin, avec des en Coupe du Bois, mais. Oui. Mais il est très très. Au-delà de tout ça, il est très très fort en cette fin de saison. Incroyable. Je pense que le mode d'emploi il est là. Il a compris comment il fallait régler la moto. Maintenant, ils arrivent à peu près à aller là où il veut. Et c'est super intéressant parce que quand tu vois où sont les autres, sur la même moto, on voit la qualité du bonhomme, quoi. Déjà, il n'y a pas photo au classement. Et en sachant qu'il y a eu des dégâts, hein, parce qu'il y a des dégâts. Moi, je me rappelle de Marquez post, du coup, c'est Mugello, du coup, je pense où il annonce. Post Mugello à peu près. Il est nulle part.
il est nulle part. Genre, il a un trou d'air en milieu de saison, il fait que de la merde après qu'il l'a annoncé chez Ducati. Au Sachsenring, il fait Donc, nimp. Bah, il chute à Assen, c'est il chute à Assen, il fait 6 au SAG. Il fait 2 au ouais, Sachsenring, deux, mais deux au il se blesse. SAG. Ouais, mais sauf qu'il se C'est- blesse en essai et du coup il peut pas bien se qualifier, etc. Enfin, Puis toutes il- les qualifs de merde qu'il fait, où il se loupe au Mugello, il tombe dans le premier moi- tour, dans le dernier tour. Enfin, Pour moi, la diff, elle est là, c'est que au début de la saison, jusqu'à la mi-saison, en fait, il avait besoin de temps pour se mettre en route, pour trouver des réglages et tout. Et son chef mécano le partageait beaucoup sur Twitter en disant on a besoin de temps, on a besoin de roulage pour accumuler de la data et tout, et pour qu'il puisse s'habituer. Maintenant, il est rapide dès le vendredi après-midi. Et ça change Ouais. tout parce qu'il est en Q2 directement, il met pas d'énergie à essayer de passer de Q1 à Q2 et il arrive à se qualifier sur les 2 premières lignes. Et aussi, chose qu'on oublie, on est sur la tournée asiatique, c'est chez Marquez, la tournée asiatique. Donc il est sur des circuits qu'il adore. Donc en vrai, tout s'accumuler fait qu'il est archi fort. après, juste pour pondérer, sur le sec, le samedi, il était moins fort. Sur le Il sec, était un il peu n'arrive moins pas à fort. suivre. Mais la typologie de la moto fait que la différence de perfo fait que il peut pas, tu vois. Mais par contre, tu vois que dès que tu lui laisses ça, tu vois, des conditions un peu spéciales, bam, il C'est est pour direct lui. là, il est direct au C'est niveau, pour il lui. est direct au-dessus. Donc, Ça a toujours été, et Donc ça, il a toujours été incroyable avec ça. Dès qu'il y a une course un peu particulière, il est là. Il va pas forcément la gagner, mais je sais pas si vous vous souvenez de 2022 ou 2023, ou peut-être même 2021. Je pense que c'est 2021 parce qu'il n'y a pas de public. Au Mans, il pleut des cordes. Et je sais plus si c'est Petrucci ou Miller qui la gagne. Et il est sur la Petrucci. Honda, il est moitié blessé, etc. Et il est en train de faire la chanson à tout le monde avant de tomber. À tout le monde. Alors qu'il a Ouais. qu'un bras et que la Honda, c'est un tréteau. Dès que les conditions sont particulières, il est intouchable. Vraiment intouchable. Vas-y Léo. mais bon, Moi, je voudrais juste dire que je suis impressionné que Maxime ait retenu le mot pondéré, déjà. Parce qu'à chaque- D'habitude, il le cherche. Faudrait faire les calculs, mais potentiellement que depuis Aragon. Alors, oui, c'est des si et tout ça, mais c'est peut-être lui qui inscrit le plus de points depuis Aragon. Hein. Non, je pense que c'est Martin. Ah, Mais je- à mon avis, il est pas loin. C'est sûr, c'est pas Bagnaia, mais Faudrait faire les calculs, mais je pense que ça se tape de ouf. possible. Et tu regardes à côté, il colle 200 points à la deuxième GP 23, qui est Mm. déjà et qui récupère une GP 25 aussi l'année prochaine. Ouah, c'est quelque chose quand même. Après, bon, on va pas taper sur son frère, tout ça. Il colle 220 points à son frère aussi. L'addition, elle est quand même vachement salée. C'est le seul qui, avec une GP23 qui s'intercalait pour le titre. Ouais, c'est solide et il existe un monde l'année prochaine où il surclasse tout le monde avec la GP25 et on retrouve le Marquez. Et bah, en fait, tu dis, vas-y, c'était des clowns avant lui quoi, qui ont pris le titre. Pas mieux, je suis assez d'accord. Dernier événement de cette course, c'est la remontée folle de Pedro Acosta, qui après avoir pris 4-5 virages à l'autre bout de la Thaïlande, s'est dit que ça serait peut-être pas mal de rester dans les limites de la piste. Et sauf que sur la fin de course, sur les 5 derniers tours, il a un rythme de zinzin. Miller aussi, Miller est en train de fondre sur Martin, mais au bout d'un moment, Martin n'est pas noté et il arrive à remettre un petit coup de collier pour garder l'écart, mais Acosta revient sur Miller et ils se font une bagarre tous les deux, comme on n'en a pas vu beaucoup. Le frein à l'extérieur, excusez-moi, alors c'est pas un dépassement parce qu'il passe pas vraiment, etc., mais c'est le deuxième plus beau freinage de l'année après celui de Bagnaia Jerez, je pense. Et derrière, il double Bagnaia sur un droite-gauche, mais sur le droite il remet trop de gaz, il a à 2 doigts de s'envoyer sur la lune et tout. Enfin, il était n'importe quoi. Il va finir P3. Derrière donc la victoire de Francisco Bagnaia et Jorge Martin qui va terminer P2, qui va célébrer comme une victoire. Et du coup, 2 Ducati vont être aux 2 premières places, mais vont être suivis de 3 KTM. Et ça, c'est beau. Pedro Acosta donc 3ème. Et non, Fabio Di Giannantonio, j'ai complètement oublié. Di Giannantonio qui fait de remontée folle aussi, qui va faire le meilleur tour en course d'ailleurs, qui termine P4. Jack Miller 5, Brad Binder 6, Vignales 7, Zarco 8, Espargaro 9 et Alex Marquez qui est tombé dans le tour de mise en grille, il va terminer 10ème. Un petit mot du coup, dit Jack, course incroyable pour sa dernière course de l'année, il fait une remontée folle. P4, rien à dire, la saison grosso modo
pour moi, elle est pas ratée celle de Didja. Même s'il prend 200 points dans la gueule par Marquez, ça arrive à plein de gens bien, on peut pas lui en vouloir. On parle d'un mec qui était au fond du seau il y a 2 ans, que tout le monde annonçait en super sport. Pour moi, sa saison, elle est pas ratée. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que t'en penses, Léo? Plutôt honnête. Alors c'est vrai qu'avec la fin de saison qu'il a fait l'année dernière, on pouvait s'attendre pas forcément à des victoires, mais au moins qu'il se qualifie mieux, qu'il fasse des podiums, qu'il joue un peu plus devant. Là, j'ai quand même l'impression que en début de course c'est compliqué et qu'il faut attendre la fin de course. Tu me diras comme l'année dernière au final, mais pour qu'il remonte et qu'il joue quelque chose. Mais il reste quand même très discret. Il a inscrit des gros points et potentiellement, même avec les 2 absences sur les 2 dernières courses, il finirait devant Bezzecchi. D'ailleurs, c'est tout ce que je souhaite. Non, mais c'est vrai, je me cache pas de détester Bezzecchi. Mais ça serait quand même fort de louper, parce que du coup, c'est sprint plus course maintenant. De finir devant son coéquipier qui est chez lui, c'est sa maison, il connaît tout le monde, il a certainement eu le paddock de son côté pendant beaucoup de grands prix. Peut-être que DJ a forcé la main pour qu'on se tourne un peu de son côté aussi à un moment. Moi je trouve la saison elle est solide quoi. Il a 28 points de retard sur Bezzecchi, donc ça va pas être facile quand même en 2 courses normalement. Si Bezzecchi fait pas n'importe quoi, il devrait. Bon, après Bezzecchi fait n'importe quoi. Ouais, c'est un week-end classique quoi. Maxime, un petit mot rapide sur la saison de DJ. Bon, c'est honnête, quand on voit les difficultés qu'ont les autres GP23, en sachant que c'est pas des peintres, hein, parce que l'année dernière, Marquez sur la 22 et Bezzecchi sur la 22 étaient très très bien. Il y a que Marquez qui s'en sort bien cette année sur une moto différente. Enfin, sur la même moto qu'eux, mais bref, on s'est compris. Donc il fait une saison honnête, on n'attend pas forcément beaucoup plus de lui, vu le delta qu'il y a avec les 24. Je pense que l'année dernière, la diff qu'il arrive à faire en fin de saison, c'est que la 23 et la 22 étaient très très proches en termes de perfo, enfin plus proches que ça en tout cas. C'est pour ça qu'il arrive à sortir son épingle du jeu. Et toujours il est toujours très bon aussi dans des conditions un peu difficiles. L'année dernière, quand il gagne à Losail, le grip est terrible et il arrive à tirer son épingle du jeu là-dessus. Ce week-end aussi, c'est pareil, conditions compliquées, il est là, toujours solide, même quand c'est sec, il est là, dans le top 7 généralement. Donc non, on ne peut pas attendre moins que lui, enfin beaucoup plus de lui, pardon. En sachant qu'il y a 1 an et demi, on parlait de lui chez Caruana Puccetti, je crois. Ouais. Donc ça fait kiffer, l'année prochaine Big il a une step, moto hein. de l'année. L'année prochaine, il a la meilleure moto du Non, monde. c'est ça. Je suis vraiment très Donc, curieux de vraiment voir très ce qu'il va bien donner sur une moto de l'année. Je pense que ça va pas jouer le titre, mais ça peut prendre des podiums, etc. Je pense. Je pense aussi. Jack Miller P5, j'étais déçu qu'il soit pas sur le podium. Franchement, ça m'aurait fait kiffer qu'il soit sur le podium pour sa saison, parce que sa saison elle est ratée et il commence à se diriger gentiment vers la sortie. Donc, et c'est pas l'année prochaine sur Yamaha qui va en prendre un. Donc j'aurais été content qu'il prenne un podium. Bon, je sais pas vous, mais. Moi je pense qu'il faudrait qu'il rase sa moustache. C'est la seule chose que je pense de lui. Mais c'est surtout Acosta qui leur fait la chanson. Le mec, il en est à 25 ou 26 chutes cette année. Il pourrait perdre confiance, tu vois. Non, jamais, Mais, mec. mais ce mec-là est incroyable. Il arrive sur une course sur le mouillé, il a 0 expérience sur le mouillé en MotoGP. Vraiment 0. Il va faire la chanson à 15 gars, ça fait la moitié, ça doit faire 10 ans qu'ils sont là. Et il va faire les freins à l'extérieur sur 1000 heures, alors que c'est ses conditions, tu vois. Ouais. Il est à l'aise, on dit ouais, c'est pour ça qu'il se retrouve là, tu vois. Je trouve ça quand même. Il a des ressources. Il a vraiment des ressources et il doute pas de lui, il a confiance en lui. Franchement, j'ai hâte de le voir sur une moto qui sera compétitive. J'espère vraiment pour lui que la KTM marchera l'année prochaine. Vas-y, Léo. Moi ce qui me fait rire avec Acosta pour rebondir sur ce que dit Maxime, c'est que le mec, que ça soit sur la piste ou même dans le paddock, j'ai l'impression qu'il s'en fout mais complet de tout. Genre il a l'air dans sa bulle, dans son monde. Lui c'est juste son job. Il monte sur la moto, il roule, il fait ce qu'il peut. Et s'il tombe, bon pas grave, on recommencera demain quoi. J'ai vraiment Ouais. ce sentiment-là avec lui. Et c'est ce qui fait certainement sa force face aux autres, hein. Ouais, c'est possible. C'est grave possible. Suite du classement, Brad Binder P6. Bon, c'est là où on l'attend même un peu mieux dans ce genre de conditions, malheureusement. Vignales 7. Au tiède. Vraiment, dans ce genre de conditions, je l'attends jamais. Voilà. Il prend des points. Je sais même pas quoi dire, vraiment. Il y a les-
Zarco 8, meilleur résultat de la saison. Une qualif directement en Q2, un départ 12e. Une course où il se retrouve loin parce qu'il se retrouve 18e et il remonte. Alors oui, il y a des chutes devant, excusez-le d'être resté sur ses roues. Il remonte, il laisse la Ducati d'Alex Marquez derrière lui et il va poutrer Alex Marquez Aleix Espargaro dans le dernier tour. Que demande le peuple, vraiment. Mec, il devait être refait quand il l'a passé. Oh là là. Ouais, il a dit qu'il fait. Qu'est-ce qu'il devait être bien dans son casque. Ah ouais, franchement, il a dit qu'il fait. Après, Vinales est trop loin devant. Hein. Vinales a presque 10 secondes d'avance, donc il pouvait pas faire mieux en fait que ça avec le temps qu'il a mis pour se mettre en route. Son débrief, c'est du caramel. Son Incroyable. débrief, c'est magnifique. oh là là, putain, je pourrais l'entendre des heures. Des heures. Mais la bonne question de Randy, mec. Toujours le même. Vas-y. C'est lui qui pose la question, c'est lui qui lui demande mais mec, qu'est-ce qui va pas, tu vois, explique-nous. Et il sait le client qu'il a en face, après c'est tout droit. Hein, Ah bah oui, le mec il part. Et, c'est trop intéressant. Aleix Espargaro 9ème, vivement la retraite. Alex Marquez 10ème, en partant des stands c'est pas si mal, même si avec une Ducati on attendait un peu mieux, mais compliqué quand même en partant des stands. Pas facile. Marc Marquez 11ème, alors petite cacophonie parce que du coup après il fait de la merde sur je sais pas qui. Mir. Sur Mir. Sur Mir, voilà, Mir, franchement, Mir, il a pas de chance aussi. À un moment donné, il a rien demandé. Il est là, il essaie de pas tomber. Il y a l'autre qui lui rentre dedans. Mais frère, ça casse les couilles. Et il va devoir rendre une position, mais il va la rendre à Augusto Fernandez, je crois, un truc comme ça. Enfin, il fait un micmac, genre du Marc Marquez. Et il va terminer 11ème. À partir du moment où il est pas noté comme quoi il doit perdre une position, il double 3 mecs quand même. C'est un génie. Mais il est trop fort. Marini. Pardon, vas-y. Du moment où la FIM dit qu'Al de guerre est pas responsable. Ouais, moi je crois plus à rien. En vrai. Moi je crois plus à rien. Marini 12ème, ce qui est plutôt pas mal, hein, d'être déjà réussi à rester sur ses roues et de terminer 12ème devant Mir et Nakagami, même si Marc Marquez l'a un peu aidé par rapport à Mir, mais c'est une autre histoire. Donc plutôt pas mal pour Marini. Nakagami 13, Bestia 14, après une chute, hein, il était 4ème ou 5ème quand il tombe. Mir 15 et Quartaro 16ème sont tombés. Augusto Fernandez, Alex Rins, Lorenzo Savadori, Morbidelli, on l'a dit, Raúl Fernandez et le pilote préféré de Léo, Marco Bezzecchi. Avant de te donner la parole, Léo, un petit point. 17 points d'écart désormais à l'avantage de Jorge Martin sur Francesco Bagnaia, qui sont les deux derniers à pouvoir être titrés. Je t'écoute, Léo. Souvent, on a craché sur Fabio, ses débriefs, tout ça. Je veux juste souligner le fait que son débrief ce week-end est très très propre. Mais que ça soit pour Yamaha ou pour lui. Je suis 100% d'accord avec toi. Je voulais le relever et j'ai oublié, donc je vais encore me faire traiter d'hater, quel plaisir. Sa première déclaration ce week-end en disant qu'il est moins rapide qu'il y a 5 ans et tout, je suis un peu tombé dessus. Oui, je suis un peu tombé dessus. Surtout que c'était Pierre qui roule, l'a notifié, c'était pas vrai. Mais là par contre, son débrief de sortie de course, rien à dire. Aucune hate, il crache pas sur Morbidelli. Il dit qu'il est remonté sur la moto parce qu'il avait besoin de roulage, lui comme la Yam, sur le mouillé. Vraiment, il dit qu'il prend le positif. J'arrive pas à comprendre les écarts de. Comment des fois il peut être mauvais en débrief et comment des fois il peut être bon comme ça, quoi. Je comprends pas. Mais surtout il y a tout pour qu'il soit dégoûté. C'est la seule bonne course de l'année, il se fait sortir et tout. Mais, mec, c'est le dire, c'est la seule course de l'année où s'il vient et qu'il insulte toute la terre dans le micro, j'ai rien à lui dire. Vraiment, t'as raison, gros, vas-y. Mais c'est d'un gars comme ça toute l'année qu'ils ont besoin. Ouais. Et puis quand tu vois le débrief de Zarco, alors je sais pas si c'est universel à toutes les motos. Mais ils ont l'impression on a l'impression que ça peut marquer les défauts d'une moto. Ça peut les aider à mettre le doigt sur quelque chose qui va pas. Ouais. Vraiment, le comportement d'une moto sur mouillé est peut-être accentué, tu vois plus ses défauts, etc. Donc c'est cool qu'il l'ait fait, c'est important, même si elle était peut-être pas dans un très très bon état. Ou dans un moindre état en tout cas qu'au départ. Mais c'est bien qu'il ait ce mental-là et qu'il pousse. Peut-être qu'il y a des choses qu'on sait pas aussi, qu'il pousse à être optimiste. Puis on voit que l'équipe travaille, ils amènent des choses, ils essayent des moteurs, des châssis, Donc on va pas leur reprocher, on peut rien lui reprocher. Ils sont allés jusqu'au bout, c'est cool. Léo, un petit dernier mot de la fin avant qu'on conclue cet épisode. Pour rebondir un peu sur ce qu'on dit, Yamaha, Zarco, débrief, tout ça. Zarco disait qu'il captait mieux les problèmes de la Honda sous la pluie et quand ils étaient assez lents, parce qu'il pouvait mieux voir, mieux sentir le problème
Je trouve ça vachement corporate de la part de Rins, en tout cas, de rouler super lentement pour traiter tous les problèmes de la Yamaha. Le bâtard. Ça, Il a construit sa vanne. frère, elle vient de archi loin. J'ai vu un truc passer. dégoûté de sa apparemment, zone Rins, Rins, pardon, vas-y. il essaye de rouler avec un ride-eye device automatique. Mais Parce ça, qu'il a des problèmes pour l'enclencher ou je sais pas quoi. il a pas le droit normalement, donc je sais pas. En Mais fait, ça peut pas être, ça doit être mécanique l'activation. il y a un bail comme ça. Ça c'est comme la dernière fois, j'ai lâché une info. J'avais 0 info ensuite. J'ai vraiment lu un titre. T'inquiète, on est là, mec. T'es dans le bon podcast. Mais oui, bon, Rins, on va pas tirer sur une ambulance. Le pauvre, il est fracassé. C'est vraiment l'ambulance lui. Hein. Messieurs, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui s'est passé ce week-end. Je suis très pressé d'être à Sepang, de voir ce qui va se passer. Je suppose que c'est pareil pour vous. On aimerait bien avoir une vraie bagarre entre les deux directement sur la piste maintenant, ça suffit. Et on veut que ça arrive avec moins de 10 points d'écart à Valence. Ça serait pas mal. Merci beaucoup. Je vous rappelle, pour nous écouter, Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube et tout le reste, et pour nous suivre, Twitter et le groupe Facebook du Nurchi du Moto GP. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec nos takes, etc. Ça fait grave plaisir d'échanger, que ce soit sur les commentaires de la vidéo YouTube ou sur Twitter. Et puis voilà, Maxime, Léo, merci beaucoup. Merci à toi. Et on se donne rendez-vous la prochaine fois. Bisous, à la prochaine. À la prochaine. Salut. Congratulations! Ah, incroyable. Simoncelli fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi runs him out. Rossi ran him out.